Le pays de Brest n'a pas toujours été un désert viticole. Il est attesté que l'on a produit du vin dans le voisinage immédiat de l'abbaye de Landévennec, liturgie oblige. Cette production locale fut abandonnée à partir du XIIe siècle, les progrès de la navigation atlantique rendant possible l'importation par mer de vins méridionaux, mieux lotis en termes de climat et d'exposition. L'histoire proprement dite du commerce du vin à Brest commença en 1666, quand des travailleurs vinrent de partout participer à l'installation dirigée par Colbert du port militaire. La demande en vin alla croissant. Pour permettre aux producteurs bordelais d'y faire face sans rester tributaires des aléas de la navigation et des incertitudes des transactions à l'arrivée, de nombreux négociants aquitains s'installèrent dans le Finistère pour réceptionner, contrôler et vendre les grosses quantités de vin débarquées au port. Ils s'intégrèrent vite à leur nouveau port d'attache, à l'image de Pierre Sigurel, qui s'installa à Brest vers 1670 et y prit femme. Au XVIIIe siècle, ces négociants faisaient de bonnes affaires. En 1767, l'inventaire de la succession d'un marchand de vin en gros faisait état d'un actif de 10 585 livres. À cette époque où le paysan breton produisait et consommait du cidre, Brest faisait figure d'exception régionale. Les travailleurs du port avaient la boisson fournie par leur employeur, et les marins avaient droit à 3 quarts de pinte, soit environ 70 centilitres par jour, l'État prenant en charge l'approvisionnement des équipages. On embarquait de préférence des vins de Bordeaux, qui supportaient bien le voyage. Il était impensable de faire boire de la piquette à des marins qui devaient affronter les 1000 dangers de la navigation, surtout s'ils devaient combattre. Les officiers pouvaient se permettre d'acheter leur propre vin grâce aux sommes allouées pour la dépense de leur table à la mer. Même la ration des bagnards comprenait du vin. Les affaires des négociants d'origine aquitaine périclitèrent avec la Révolution, l'État tournant le dos à la mer et à la construction navale. La seconde moitié du XIXe siècle fut marquée par une diversification de la consommation, le chemin de fer permettant l'importation massive de vins de Méditerranée ou de Champagne. C'en était fini du quasi-monopole aquitain. Le jus de la treille contribua au XIXe siècle à quelques ravages à Brest. L'arrestation de gardes-chiourmes ivres était monnaie courante, et on vit même, en 1833, des prisonniers portés eux-mêmes jusqu'au bagne, leur garde trop sous pour marcher. Mais ces anecdotes n'illustrent pas de vraie démocratisation du vin, qui, de par son prix élevé, dû notamment aux taxes dont il faisait l'objet, était plutôt acheté par la bourgeoisie locale. La légende d'une alcoolisation massive de la population sur le front en 14-18 est à relativiser. Il n'en est pas moins vrai que les poilus se sont habitués, dans les tranchées, à consommer un pinard de pitre qualité, qui leur donnait cependant de l'ardeur au combat, et était d'autant plus bienvenu qu'il n'était pas rare que l'eau manquât. Aussi, après la guerre, la consommation de vin de table monta en flèche, et Brest, qui comptait parmi les ports les plus actifs dans la fonction pinardière, ne fut pas en reste. Dans une France qui commençait à s'industrialiser, des marchands de vin tels que la maison Guével de Pleyber-Christ surent tirer de ce nouveau marché exigeant sur la quantité, mais moins sur la qualité. Sous des noms pompeux comme Grappe Fleurie, Don Grégoire ou bien sûr Santa Rosa, étaient vendus des mélanges de vins d'Algérie et du Midi qui sortaient souvent des mêmes cuves. Seule l'étiquette changeait et la qualité était mesurée uniquement à l'aune de la teneur en alcool. Le velours de l'estomac, disait-on. Du vitriol en réalité, se rappelle une vieille dame respectable. Il n'empêche que ce vitriol a su conquérir les palais, les pinardiers ne manquant pas d'idées plus ou moins sournoises pour pousser à la consommation. Notre vieille dame cite en exemple le cas du vin Joli Grain qu'on ne trouvait qu'à la COP où les achats donnaient droit à un bonus. C'était l'ancêtre de la carte de fidélité. Ces vins de table passèrent de mode dans les années 1980, d'autant que la loi ne permettait plus aux marchands de gros rouges de poursuivre leur marketing agressif. Le reste appartient à l'histoire.